Bonjour à tous, très heureux de présider ce jury. Nous allons donner la parole à Claude Gentillet pour une présentation d'une vingtaine de minutes. À l'issue de la présentation, comme se font sur les autres soutenants, c'est les deux rapporteurs qui prennent la parole, puis la parole est redonnée aux candidats pour pouvoir répondre. Et puis après, je ferai la synthèse des différents éléments et puis on aura une délibération qui se fera dans une autre salle. On peut y aller. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci tout d'abord au jury d'être là, même à distanciel, mais d'être là quand même. Et puis de me laisser la chance de soutenir ma thèse qui s'intitule La résilience de l'entrepreneur, recherche exploratoire dans le secteur numérique suisse, dirigée par la professeure Caroline Mott, que je remercie bien sûr également de m'avoir amené jusqu'ici. Deux mots sur moi-même, je suis directeur et administrateur de société, je suis entouré d'entrepreneurs depuis une grosse quinzaine d'années, sans l'être moi-même. Formation en gestion, je suis également juriste, j'ai également une formation en psychologie des affaires qui m'ont aidé pour ce travail. Je ne m'étends pas sur le plan qui est un déroulement tout à fait conventionnel à ce Donc, au niveau du contexte et de la problématique managériale, la Suisse, tout petit pays, mais tout de même environ 47 000 créations d'entreprises en 2020, une tendance à la croissance, 2 000 de plus que l'année précédente à chaque fois, donc bientôt à 50 000 créations d'entreprises par année, c'est beaucoup. Ce qu'on doit garder en tête, c'est que c'est près de 40% de faillites à 3 ans, avec son lot parfois de situations difficiles, dramatiques. Pour les entrepreneurs qui tiennent un rôle, bien sûr, central, qui sont responsables de leur projet, du succès, de l'échec également du projet. Un échec au sens objectif du terme, en termes de performance financière, mais aussi échec de par la vision qu'ils en ont, de leur point de vue, subjectivement. Question étant de savoir comment le surmonter, en sachant que ces échecs prennent différentes formes. On parle beaucoup des faillites, mais il y a aussi des révisions profondes des projets qui aussi peuvent être considérés par l'entrepreneur comme des échecs. La résilience peut nous aider justement à surmonter tout cela. On parle d'un concept à l'origine en psychologie, beaucoup développé principalement dans les années 80, repris surtout au milieu des années 2000 dans l'entrepreneuriat. À Otto Helsing, ce risque à une définition de la résilience pour l'entrepreneur en tant que processus ou capacité de l'entrepreneur à surmonter des défis entrepreneuriaux forts, à fort impact et de persister dans le processus entrepreneurial malgré des situations d'adversité ou inattendues. J'insiste ici sur 2 points. Le premier, les dimensions principales, processus ou capacité, ou dans la définition, certes, mais de manière non exclusive. Donc, c'est l'un et c'est l'autre. Et puis, j'insiste aussi sur la dimension d'adversité, qui est une condition à la résilience. Pas d'adversité, pas de résilience, bien sûr. Quantité de théories qui, de manière sous-jacente et indirecte, alimentent le concept. Je cite quelques références ici principales. On reconnaîtra Becker et le capital humain, ou encore Bandura avec la théorie sociale cognitive. Donc, selon plusieurs auteurs, un ancrage théorique qui est vraiment peu clair, un certain flou qui fait que c'est vraiment difficile de savoir quoi intégrer à ce concept ou pas. Si on tente une petite tabelle récapitulative, pour l'individu d'un côté, pour l'entrepreneur de l'autre, on a en termes de phase, de processus, on parle dans les 2 cas de rétablissement, on parle beaucoup de développement personnel, on parle d'acceptation du côté de l'individu, plutôt au niveau des facteurs internes de la capacité de résilience, donc qui ont trait vraiment à la personnalité et à la personne de l'entrepreneur. On parle dans les 2 cas d'auto-efficacité, on parle d'optimisme, un peu plus de flexibilité peut-être pour l'individu, un peu plus d'accomplissement et de persévérance pour l'entrepreneur, mais ça reste assez similaire. Au niveau externe, ça reste très similaire, avec un accent qui est mis sur le soutien des proches et puis sur les antécédents de résilience.
on se heurte assez rapidement à un certain nombre de limites avec un processus qui est très peu étudié, avec un processus qui semble tronqué, qui semble incomplet. On lit beaucoup sur le rétablissement, on lit beaucoup sur le développement personnel sans trop savoir d'où ça sort et qu'est-ce qui se passe après et grâce à quoi les choses en fait s'améliorent. On est aussi limité au niveau des facteurs, de la capacité de résilience. C'est un peu toujours les mêmes facteurs qui reviennent. C'est un héritage de l'époque, je dirais, où il n'y avait que des études en psychologie, surtout sur les enfants, dans un environnement familial. Mais justement, l'application de ce concept, à mon avis, elle doit être différenciée. L'entrepreneur a son propre contexte. Ça n'est pas un individu lambda, il s'agit d'en tenir compte. Des limites également en termes de méthode. On se rend compte qu'il n'y a pas de méthode fiable pour appréhender le concept dans sa globalité. Et puis, on remarque aussi qu'on surestime quand même beaucoup la compréhension qu'on a. C'est ça qui nous a amené à fixer comme objectif d'élaborer un modèle qui soit spécifique à l'entrepreneur, évidemment, et qui intègre tant les phases du processus que les facteurs qui y interviennent, avec comme question principale la question de la compréhension. Il s'agit de comprendre comment la résilience de l'entrepreneur se construit, déclinée en deux sous-questions sans grande surprise. D'un côté, le processus, existe-t-il? Quelles en sont les phases? Et puis d'un autre côté, quels sont les facteurs à nouveau qui interviennent? Méthodologiquement parlant, une approche qualitative avec un intérêt porté sur les récits de vie, donc sur la portion entrepreneuriale des sujets. Ce qui nous a intéressé au premier chef, c'est leur point de vue, la manière dont eux-mêmes construisent leur compréhension, leur réalité, en fait. Et de notre point de vue, et je pense que le professeur Schmitt ne va pas me démentir, c'est le moyen, probablement le meilleur ou peut-être le seul moyen de vraiment comprendre leur trajectoire parce qu'on tient compte de ce qu'ils ressentent et de comment ils vivent les choses. 12 sujets issus de 9 PME du secteur numérique. PME qui concentrent quand même 2/3 des emplois en Suisse, donc très important. Secteur numérique, fortement de sujets turbulences. Des sujets qui ont d'une part des critères communs, tous créateurs d'entreprises, tous ont connu l'échec, tous sont revenus à une situation de stabilité, et puis quelques variations en termes d'origine de situation d'adversité et aussi de continuation ou d'arrêt de la poursuite entrepreneuriale. Bien sûr, un échantillon qui n'est pas représentatif statistiquement, de par cet échantillon évidemment réduit, en sachant qu'il y a eu une grosse difficulté, c'est le tabou, le tabou de l'échec, l'obtention des consentements n'étant pas une chose aisée. Un soin particulier a été donné à la validation des données, tant au niveau des transcriptions que des synthèses qui ont été élaborées spécifiquement, soumises au sujet afin de nous assurer de rester tout à fait fidèles à leurs propos. On avait d'un côté les consentements lors d'un premier entretien, de l'autre côté, lors du quatrième entretien, un entretien de validation avec les synthèses, et entre deux, véritablement, les deux entretiens de collecte. Chaque sujet a été vu à 4 reprises. Un codage émergent, sans grille préélaborée, une montée en abstraction assez classique à la Joya et un soin aussi donné à la saturation. Je remercie ici professeur Godet qui, au travers de son rapport, m'a permis de compléter 2 chapitres et d'expliquer mieux comment la saturation sémantique des données et théoriques ont été atteintes. J'en veux pour preuve au niveau des thèmes, par exemple, un thème de 2e niveau. Les 3 derniers sujets n'ont amené aucun thème nouveau, qui véritablement nous amenait quelque chose en termes de connaissances. Je ne m'attarde pas ici, bien sûr, sur le détail des données. Il y a 137 codes qui ont émergé, qu'on a répartis sur 50 catégories de premier niveau, elles-mêmes regroupées en 24 thèmes de 2e niveau, pour ensuite les agréger en 4 dimensions. Premièrement, les phases du processus, sans grande surprise. Deuxièmement, la capacité de résilience, où l'on a retrouvé les facteurs internes et les facteurs externes.
Et puis, de manière un petit peu inattendue, j'allais dire, d'autres facteurs qui ont trait à la liberté d'action et à l'action managériale. Je vais y revenir plus longuement. Si j'en viens au résultat, sur la première sous-question de recherche, les phases du processus. Premièrement, on doit constater que le processus existe. Il y a un processus, il y a des phases qui s'enchaînent. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est premièrement la phase de résistance. C'est une phase très difficile pour les entrepreneurs, où ils connaissent une espèce de montagne russe émotionnelle, des hauts, des bas. C'est une phase durant laquelle la solution n'est pas trouvée à la situation et durant laquelle ils tentent précisément de résister pour éviter de s'effondrer. Deuxièmement, la phase de résolution, qui est une phase où on constate une inflexion dans le processus de nouveau vers l'amélioration. L'amélioration au niveau concret sur le terrain d'une part et au niveau de l'état mental de l'entrepreneur d'autre part. Vraiment une phase où l'entrepreneur se concentre sur les solutions et remet vraiment ses émotions à plus tard. S'agissant de la deuxième sous-question de recherche, c'est-à-dire les facteurs internes et externes, au niveau interne, tout d'abord, de manière très forte, le sens des responsabilités envers les tiers qui est ressorti. C'est-à-dire que l'entrepreneur est pleinement conscient que les conséquences de l'échec touchent d'autres personnes et pas seulement lui. Et ça le pousse, ça le porte. C'est un élément qui ressort très fortement au niveau des facteurs internes. C'est à peu près un tiers des occurrences données. Donc, un élément vraiment important. Tout comme au niveau externe, un tiers des occurrences sont très à l'entourage et au soutien professionnel. Vraiment, l'entrepreneur a tendance à se concentrer, à s'appuyer sur les professionnels, sur cet entourage pour trouver des solutions et aussi, quelque part, pour préserver son entourage familial et privé. Là encore, un élément très fort. Et puis, les facteurs nouveaux, que sont la liberté d'action, où l'on parle là vraiment de maintenir la marge de manœuvre concrète sur le terrain malgré la situation, ce qui permet d'agir au niveau managérial de manière très concrète, résoudre les problèmes, avancer pas à pas, chemin faisant, d'une manière ou d'une autre, et éviter de rester coincé dans la situation d'adversité. Nous en venons à proposer un modèle où, dans sa partie supérieure, on voit les différentes phases avec une séquence, un certain nombre de chevauchements, deux interactions avec, en bas à droite, la capacité de résilience interne, facteur externe. D'un côté, ces facteurs interviennent au niveau du processus, le nourrissent, permettent d'avancer dans le processus, et d'autre part, ils reçoivent en retour, à l'issue de ce processus, donc dans la phase de développement personnel ou à l'issue, une expérience, des antécédents, une accumulation de choses, une possibilité de se renforcer mentalement, notamment en termes d'auto-efficacité, de confiance en soi, qui nourrit de manière vertueuse, j'allais dire, cette capacité. Puis en bas à gauche, ici, on trouve ce qu'on a appelé les facteurs de résolution, donc la liberté d'action et l'action managériale, qui permettent de précisément aborder la phase de résolution, la phase P3, ici en milieu de processus, et repartir vers une dynamique plus positive. Il s'agit là assez clairement de l'articulation principale du modèle qui permet de comprendre cette résilience de l'entrepreneur, permet aussi de comprendre d'où vient finalement ce rétablissement. Et là, la thèse évidemment que nous soutenons, c'est qu'il existe un processus de résilience qui est spécifique à l'entrepreneur de par le fait qu'il peut se ménager sa liberté d'action, agir et résoudre la situation. Et ça, c'est ce qui en fait, par son action managériale évidemment, et c'est ce qui en fait sa spécificité. On vient ici aux éléments que nous mettons en discussion avec l'émergence de la résistance, de la résolution, j'en ai parlé. Elles permettent de considérer, enfin, j'allais dire, les phases qui précèdent l'amélioration, qui précèdent le rétablissement. Ce que nous souhaitons également discuter, c'est
le complément des inventaires, entre guillemets, qu'on peut trouver sur la capacité de résilience avec un sens des responsabilités envers les tiers qui nature et avec des soutiens professionnels qui, de notre point de vue, ne sont pas assez mis en avant comparativement aux soutiens privés. Autre élément de discussion concerne évidemment les facteurs de résolution qui sont centraux pour le processus qu'on a vu et qui devraient être intégrés au concept de résilience de l'entrepreneur. Et puis les phases et les facteurs de résolution, encore une fois, qui sont spécifiques, qui sont clés et qui mitigent en grande partie cette vision très psycho, si vous me passez l'expression, du concept de résilience pour le remettre quand même sur le terrain de la gestion, sur le terrain de l'action managériale en tant que tel. Autre élément que nous souhaiterions discuter, c'est le rattachement éventuel en caractère IRA. Je reprends ici le professeur Deschamps qui a souligné cela évidemment dans son rapport. Oui, tout à fait. Dans les résultats, on ressent cette effectuation uniquement en filigrane. C'est un élément qui doit être encore beaucoup travaillé. Je soutiens toutefois qu'on peut trouver des similitudes dans cette logique d'action entre adversité et incertitude. On sent qu'on travaille beaucoup sur l'action, pas sur la planification, qu'on accepte de réviser ses buts en fonction des moyens à disposition. On retrouve là quand même des éléments, certes. Les contributions, alors il y a le modèle qui est, de notre point de vue, vraiment la contribution principale où l'on montre les bases qui sont qualifiées, qui sont écrites, qui couvrent tant la trajectoire mentale que la trajectoire réelle sur le terrain, avec, comme évoqué, la résolution comme phase clé. Et puis ces phases qui s'articulent évidemment avec des facteurs internes et externes, mais on l'a vu avec des facteurs de résolution, avec notamment l'action managériale comme facteur clé de cette articulation. Au niveau plus pratique, on voit ici que nos recommandations managériales se concentrent sur les phases de résistance et de résolution. Aussi sur la phase d'acceptation, avec une première, je dirais, recommandation critique qui vise à anticiper l'adversité chronique, disant attention, l'entrepreneur, il doit se préparer non seulement à l'échec, mais il doit se préparer mentalement à ce que son projet soit révisé. Ensuite, au niveau de la résolution, deux autres recommandations critiques. La préservation de la liberté d'action, c'est la marge de manœuvre. Et puis ensuite, au niveau véritablement de l'action managériale, c'est de se focaliser sur les solutions concrètes. Des limites et des voies de recherche futures, beaucoup de travail encore. Évidemment, au niveau méthodologique, on pourrait s'imaginer dupliquer cette recherche en variant les critères personnels. On pourrait s'intéresser à des sujets qui en sont à leur énième expérience, varier les genres également, les secteurs d'activité, les cultures, procéder à des recherches longitudinales ou d'autres recherches de type quantitatif, évidemment. Au niveau théorique, je pense vraiment qu'il y a un gros travail à faire pour réconcilier les différents niveaux d'analyse. On sent qu'il y a souvent une confusion entre résilience individuelle et collective dans la littérature. L'entrepreneur n'est pas seul. Il vient avec sa résilience, il a son équipe dirigeante, il a son organisation. Il lui revient de mobiliser les ressources pour trouver des solutions. Là, nous pensons qu'il y a un gros travail à faire, tout comme au niveau de l'ancrage éventuel au sein de la théorie de l'effectuation, où là, on en est vraiment au début de cette piste. Voilà, j'en aurais terminé, vu le temps qui m'est imparti, avec cette présentation. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et de vos questions.